Pardon, Ça marche. excusez-nous. Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à la 17e semaine pour la qualité de vie au travail. Alors, on sourit parce que, alors donc c'est la 17e semaine pour la qualité de vie au travail qui a pour thème première leçon d'une crise. Et dans les premières leçons d'une crise, on est en train d'expérimenter pour l'ARACT Occitanie le webinaire. Donc, vous êtes bienvenus vraiment au premier webinaire organisé par l'ARACT Occitanie. Et avant de lancer le webinaire, on avait comme un clap 5, 4, 3, 2, 1 là, et qui nous invitait à nous peigner, à arranger nos cheveux, à sourire, enfin, avec un ensemble de consignes qui nous ont fait bien sourire. Bref, alors, semaine pour la qualité de vie au travail. Alors, la semaine, c'est donc un rendez-vous annuel du réseau ANACT-ARACT qui a pour vocation de mettre en avant des pratiques, des points de vue, des témoignages d'entreprises qui visent à combiner l'efficacité des organisations et l'amélioration des conditions de travail. Alors, naturellement, je disais avec un peu de sourire, on est sur les premières leçons d'une crise. Hein, et dans les premières leçons d'une crise, on a bien sûr le sujet, le sujet du télétravail. Et alors, ça a donné lieu à beaucoup de productions, de webinaires, d'actions. Et le choix aujourd'hui, c'est de vous présenter deux choses. Tout d'abord, les résultats d'une enquête qui a été lancée par le réseau ANACT-ARACT, une enquête sur le vécu et la pratique du télétravail en Occitanie. Donc, avoir un premier retour sur cette enquête nationale et surtout faire un zoom sur les travaux lancés par l'Observatoire du dialogue social de l'Hérault, travaux de l'Observatoire qui visent à apporter des ressources aux entreprises, alors j'allais dire de l'Hérault et plus largement de la région. Alors ce webinaire, il va se dérouler globalement en 3 étapes, hein, l'étape enquête, l'étape les ressources de l'Observatoire, et puis une première introduction où on va prendre le temps peut-être de présenter l'ensemble des contributeurs. On va prendre le temps de se présenter, de présenter l'Observatoire. Hein. Alors, comme j'ai le micro, donc moi je m'appelle Philippe Contasso, je suis chargé de mission à l'ARACT Occitanie. Et en quelques mots, hein, l'ARACT Occitanie, c'est l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, une association paritaire, membre de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui dépend du ministère en charge du travail. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, notre mission, c'est bien de développer des expérimentations qui combinent qualité de vie au travail et performance dans une vocation de promouvoir l'innovation et d'outiller les entreprises et les acteurs du monde du travail. J'irai pas plus loin sur la présentation de l'ARACT Occitanie. Alors si peut-être excusez-moi, avant de continuer sur la présentation, quelques règles sur le fonctionnement du webinaire. Il y a un chat sur lequel vous pouvez, on peut se dire bonjour, on peut échanger. Il peut y avoir un flux d'échange et il y a une rubrique questions. Et donc, au fur et à mesure du déroulé du webinaire, je vous invite, si vous avez des questions, des demandes de précision, à plutôt utiliser l'onglet questions hein, pour que on évite de se perdre des fois dans le flux des échanges sur le chat, de voir les points sur lesquels vous souhaitez des éclaircissements ou des approfondissements. Voilà pour l'introduction. Ce que je vous propose, je vais donner peut-être la parole à Madame Rouvreau pour 2 mots de présentation. On ne vous entend pas, Madame Rouvreau, vous n'avez pas le micro. J'étais obligée de l'enlever tout à l'heure. Je le remets. Vous m'entendez? Très, très bien. Voilà. Donc, vous voulez que je vous présente moi ou le...
Ben vous. Moi, d'accord. Donc, moi, je suis la secrétaire générale de l'UD 34 CFTC. Je suis donc la présidente pour une période d'1 an, puisque nous avons une possibilité d'échange, c'est-à-dire que tous les ans, c'est soit un représentant des salariés qui est président, soit un représentant des employeurs. Ensuite, mon parcours, il faut savoir que je suis aussi juge prud'homme depuis bientôt 18 ans et que voilà, je suis à l'Observatoire depuis le début. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être M. Deleuze. Bonjour tout le monde, Jean-Yves Deleuze. Écoutez, je suis actuellement vice-président de l'Observatoire au titre du MEDEF, puisque je suis membre du bureau du MEDEF Montpellier-Hérault. J'ai également un autre engagement puisque je suis juge au tribunal de commerce de Montpellier et également dirigeant de la société Géométrie Variable, qui est une société qui globalement accompagne les entreprises dans leur organisation. Merci. Pierre. Oui, bonjour à tous et toutes. Pierre Saint-Pétro, donc je suis adjoint au responsable d'unité départementale de la directe de l'Hérault sur le champ travail et puis entreprise, donc inspection du travail. Et la directe, je vous rappelle, c'est l'interlocuteur un peu privilégié au niveau de l'État des entreprises sur les champs du travail, de l'emploi, de l'insertion et puis de la concurrence et la consommation. Deux mots peut-être sur l'observatoire du dialogue social. Donc, c'est une institution qui a été voulue par le législateur en 2017, donc à l'occasion de la mise en place de ce qu'on a appelé les ordonnances travail. Une des clés d'entrée de ces ordonnances travail, c'était de favoriser le dialogue social dans les entreprises en donnant la primauté du dialogue social à l'accord d'entreprise. Et parallèlement à ça, le législateur a souhaité créer dans chaque département une instance tripartite qui a pour objectif de favoriser le dialogue social dans les TPE, les PME du département. Et sur cette instance tripartite, donc elle est composée des partenaires sociaux du département. Donc il y a 13 membres en fait, 6 membres représentant les organisations syndicales représentatives au plan national et au plan local du département, les organisations professionnelles et ensuite l'État, en l'occurrence la directe, qui assure le secrétariat de l'observatoire. Juste un mot sur l'observatoire, sur le fonctionnement, et la présidente et le président compléteront mon propos. L'objectif de fond, c'est d'aider et d'accompagner le dialogue social sur un département, avec une présentation des différents accords d'entreprise, et puis un appui aux entreprises plutôt PME, plutôt moins de 50 salariés, mais ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une vérité absolue. Ce que moi je peux dire sur l'observatoire du dialogue social du département de l'Hérault, c'est qu'en fait, d'une part, on a tous les partenaires prévus par la réglementation qui sont présents, à l'exception pour la partie patronale du secteur du spectacle, parce qu'il n'y avait pas véritablement de membres à désigner par département, et l'Hérault n'est pas une exception. Il a été créé assez vite, cet observatoire du dialogue social de l'Hérault, puisqu'il a été créé le 8 février 2018. Parce qu'on avait déjà une tradition un petit peu de dialogue social. Et puis moi, ce que je voulais souligner aussi, c'est que les membres du dialogue social, les membres de l'observatoire, participent de façon assez volontaire, je dirais, plutôt que contrainte. Et on a un échange, moi, il me semble, qui est très, très riche parce que l'ensemble des membres qui viennent en réunion viennent plutôt par envie de venir et par conviction. Je crois qu'on partage une conviction, c'est celle de l'intérêt du dialogue social, de l'utilité du dialogue social dans le fonctionnement des entreprises, dans la performance économique de l'entreprise et dans matière de conditions de travail. Voilà. Je ne serai pas plus long, mais un observatoire qui, de mon point de vue, fonctionne plutôt bien, mais grâce à ses acteurs. Peut-être des choses pour compléter sur... alors, Pierre Saint-Pétro a évoqué la date de création, mais je ne sais pas, sur vos travaux, sur les modes de fonctionnement, Madame Rouvreau, Monsieur Deleuze. J'y vais. Oui, la première année, nous avons mis au point avec les membres de l'Observatoire
un séminaire qui a réuni des salariés et des employeurs afin de pouvoir mettre au point justement notre ligne de conduite. Donc ce séminaire a eu lieu en fin 2018 et il nous a donné toutes les possibilités et surtout ce séminaire nous a permis d'orienter nos travaux. Voilà. Nos travaux qui, à l'heure actuelle, sont aussi sur le manque de volontaires, le manque de candidats en ce qui concerne les dernières élections du CSE dans les petites et moyennes entreprises. En fait, sur le dialogue social, on voit bien que c'est un enjeu majeur dans les entreprises sur tout ce qui est effectivement levier de performance globale. Et au niveau de l'Observatoire, on s'est aperçu très rapidement, puisque c'est quand même notre job, chaque fois qu'on se réunit, que d'observer et d'analyser les pratiques, les accords et ce qui se fait, qu'il y avait un déficit d'engagement dans les petites entreprises. Et nous avons lancé une étude, alors qui est en cours, mais qui est avancée, je crois, à 80% avec un cabinet qui nous accompagne là-dessus, pour essayer de comprendre pourquoi on a un tel manque d'engagement, parce que si une entreprise veut un dialogue social performant, ben, la clé de départ, c'est quand même d'avoir des gens qui s'impliquent et qui vont effectivement jouer le jeu d'un dialogue social organisé. Donc ça, c'est actuellement l'étude qui est en cours. Et puis, Covid nous a amené à lancer d'autres chantiers, mais que l'on va voir plus tard dans la réunion. Merci. Alors, voilà les points clés de l'Observatoire. Alors, peut-être je vais laisser la main à la dernière personne qui ne s'est pas présentée, mon collègue Emmanuel Albert, et te laisser la main également pour que tu poursuives avec les résultats de l'enquête qui ont été conduites par le réseau Anactaract. Très bien. Bonjour, donc Emmanuel Albert, chargé de mission à l'ARACT Occitanie, donc collègue de Philippe. Alors peut-être avant de rentrer dans les quelques résultats de l'enquête, peut-être donner quelques éléments de précision sur le sens et le terme télétravail. C'est vrai que avec cette période de confinement, on a beaucoup entendu parler du télétravail. Pour autant, il faut distinguer de notre point de vue ce qui relève du télétravail tel qu'il est défini par la réglementation et le télétravail qui a été vécu par le confinement. Donc peut-être en termes de précision sur le télétravail. Il y a un cadre juridique aujourd'hui qui est posé avec les lois Macron de 2017 qui permet de dire que le télétravail, c'est une forme d'organisation dans laquelle les salariés décident de manière volontaire à exercer une activité professionnelle en dehors des locaux professionnels. Donc ça peut s'exercer soit chez soi, soit dans un tiers-lieu, etc. Donc ça, c'est un point important, la question du volontarisme pour pouvoir à un moment donné décider ce mode d'organisation. Avant, effectivement, la période de confinement, les personnes qui télétravaillaient, en règle générale, alternaient des phases de présence physique sur le lieu de travail et des phases de télétravail à domicile ou en tiers-lieu. Et en règle générale, c'était 1 à 2 jours de télétravail en dehors du cadre professionnel. Avant cette période de confinement, il y a plusieurs enquêtes qui avaient été diligentées pour à un moment donné essayer de comprendre et d'analyser cette nouvelle forme d'organisation de télétravail. Et une enquête qui avait été réalisée par Malakoff Imanis, donc de novembre 2019 à février 2020, qui permettait de restituer un certain nombre de points que rencontraient les salariés et les dirigeants et les RH sur la question du télétravail. Alors déjà, ce qui est important, c'est qu'il y a un incontournable, c'est la question de la préparation et de l'accompagnement de la mise en place de ce télétravail. Ça, c'est un point qui est extrêmement important pour que le télétravail puisse bien fonctionner. Et dans les éléments qui étaient renvoyés comme étant extrêmement bénéfiques par presque 80-90% des salariés des DRH, c'était le télétravail était une forme d'organisation qui permettait de favoriser la conciliation des temps perso et pro ou d'améliorer la vie perso-pro pour quasiment l'ensemble des télétravailleurs. Ensuite, il y avait un autre point qui était important, qui était partagé par l'ensemble des salariés et des dirigeants des RH, c'était le fait que le télétravail était un mode d'organisation qui permettait d'améliorer l'autonomie.
et d'accroître la productivité. D'ailleurs, ça, c'était un point qui était souvent renvoyé par également l'ensemble des corps de population. Au niveau des dirigeants DRH, il y avait un point qu'on retrouvait qui était le fait que cette organisation en télétravail permettait de responsabiliser et de favoriser l'engagement des salariés. Donc, on voit bien que le télétravail, à partir du moment où on est préparé et accompagné, il y a quand même des points extrêmement importants qui ressortent comme étant effectivement une organisation favorable pour quasiment tous les contributeurs au télétravail. Pour autant, il y avait quelques salariés qui exprimaient des inquiétudes par rapport au télétravail. Donc, on voit bien 46%, donc c'est pas négligeable, hein, 46-36%. C'était à la fois la question de la difficulté de collaboration entre les collaborateurs pour les salariés et la question des risques psychologiques qui étaient renvoyés pour les salariés. Pour les dirigeants et pour les DRH, c'était plutôt des difficultés de pouvoir manager, notamment la question du management à distance, hein, et également la question des risques psychologiques liés à l'isolement de cette organisation du travail. Donc, le télétravail, en règle générale, tel qu'il a été pensé, préparé, accompagné, est quand même une organisation qui fait preuve d'efficacité et qui rend, à un moment donné, effectivement, l'efficacité et l'engagement de la participation de tous les salariés. On a, avec le Covid-19 et donc la mise en place, effectivement, de cette situation de confinement, vécu ce qu'on appellerait, nous, plutôt une organisation en télétravail en mode confiné. Ce qui est vraiment différent du télétravail tel qu'il est pensé. Pourquoi? Parce que déjà, le télétravail en mode confiné, c'est une organisation qui a été mise en place, qui a été imposée pour l'ensemble des salariés qui pouvaient télétravailler, on le reprécise, avec une mise en place extrêmement rapide. Je crois qu'il y a eu une décision quasiment qui a été décidée pour le dimanche soir, pour une mise en place opérationnelle le mardi midi. Donc, on avait une journée et demie quasiment pour que ce télétravail puisse se mettre en place. Autre point de différence par rapport au télétravail, c'est que le télétravail en mode confiné, c'est une organisation qui a été mise en place à temps plein, ou presque sans retour au bureau. Donc, on voit bien un point important avec une situation où on télétravaillait à domicile. Donc là, par rapport au télétravail qui permet de pouvoir organiser son travail, y compris dans des formes de tiers-lieux, là, le télétravail en mode confiné, c'était qu'on restait chez soi, dans un environnement familial particulier, avec la présence de conjoints et d'enfants. Donc, il y a pu évidemment désorganiser un certain nombre de choses. Autre point de différence, c'est que ce télétravail en mode confiné, il a duré 2 mois. Donc, voilà, avec les conséquences que ça peut engendrer. Et puis, on le verra dans l'enquête, c'est que ce télétravail en mode confiné a été mis en place pour un certain nombre de salariés qui avaient peu l'habitude, voire pas du tout l'habitude de travailler en mode de télétravail. Et donc, par rapport à ça, il y a déjà eu des premières hypothèses qui ressortaient dès que ce télétravail en mode confiné est ressorti. C'est que déjà, il y avait des points qui questionnaient les facteurs de risque qui avaient déjà été identifiés par la situation de télétravail. C'était la question de l'isolement, la question de l'hyperconnexion, la question de l'infobésité. Donc, l'infobésité, c'est la densité des informations qu'on peut recevoir par les différents canaux d'information, et la question de la conciliation des temps. Donc, ces points-là, qui étaient effectivement des points qui pouvaient être renvoyés par le télétravail en mode normal, est-ce que c'était pas justement des points qui allaient être renforcés négativement par le télétravail en mode confiné? Et puis, ce télétravail en mode confiné pouvait renvoyer également des questions beaucoup plus spécifiques, des risques vraiment spécifiques à ce télétravail en mode confiné. C'était la question de la charge de travail, la question du sens, de la reconnaissance, du fait que pendant 2 mois, il y a très peu de relations sociales avec les salariés et avec l'encadrement. Voilà, la question de la perte de sens pouvait être quelque chose qui pouvait se poser. Et puis, un autre point important qui nous avait été renvoyé effectivement dans les quelques objets de discussion qu'on a pu avoir avec des salariés, c'était la notion de culpabiliser en termes de performance. Certains salariés disaient c'est compliqué à un moment donné dans ce mode d'organisation au télétravail de mode confiné. On a l'impression d'être moins efficace, voilà, difficulté de pouvoir organiser effectivement la conciliation des temps. Et donc, c'est à ce titre-là que que le réseau ANAC-TARACT a souhaité diligenter une enquête pour apporter des éléments un peu plus qualitatifs et quantitatifs pour, voilà, à un moment donné, effectivement, afin de pouvoir avoir des éléments un peu plus construits pour progresser dans des modes d'organisation en télétravail, en gestion de crise, et puis surtout pour tirer des enseignements pour pouvoir, à un moment donné, améliorer l'organisation en télétravail. Donc, cette enquête, au niveau national, elle a récolté à peu près plus de 5000 répondants
Et quand on a restreint la cohorte à l'Occitanie, il y a eu 484 réponses qui ont effectivement concernent la région Occitanie. Quand on regarde l'enquête, on voit que quelles que soient effectivement les questions et les réponses, il y a très très peu d'écart entre l'échantillon au niveau national et l'échantillon régional. La seule différence qu'il y a, alors seule différence, c'est qu'il y a 7 points d'écart, c'est par rapport à les salariés qui avaient connu le télétravail avant la crise. Au niveau national, il y avait 50% des répondants qui étaient en situation de télétravail. Au niveau de l'Occitanie, on voit bien qu'il y a seulement 40%, un peu plus, 42% des salariés qui ont répondu à l'enquête avaient justement avaient déjà télétravaillé. Donc voilà, c'est la seule différence entre le régional et le national. Ensuite, ce qu'on propose là, c'est de restituer quelques résultats par rapport à certains thèmes qui nous semblent importants justement en termes de compréhension par rapport au télétravail. Donc déjà, le premier thème, c'est la question de l'environnement. Alors pourquoi l'environnement? Évidemment, c'est des choses basiques. C'est est-ce que chez soi, on a un espace adapté pour pouvoir télétravailler? Est-ce qu'on a un bureau? Est-ce qu'on a des sièges adaptés, etc. Et puis après, c'est la question des moyens. Est-ce qu'on a des outils, de la connexion, etc. Par rapport effectivement à ces thèmes, donc à ce thème de l'environnement, sur la question des espaces de travail adaptés, on voit que dans la cohorte occitane, il y a 66% des personnes qui estiment que leur environnement de travail est adapté. Pareil, ce qui est intéressant quand on croise un certain nombre de variables, on voit qu'il y a quand même un écart important entre ceux qui avaient télétravaillé précédemment et ceux qui n'avaient jamais télétravaillé. On voit bien que il y a plus d'espace inadapté pour les personnes qui n'avaient jamais télétravaillé. Donc on est 40% pour des salariés qui n'avaient jamais télétravaillé contre 24% pour des salariés qui avaient connu le télétravail de manière ponctuelle précédemment. Donc là, on voit bien qu'il y a effectivement des variables qui peuvent expliquer peut-être ces différences au niveau des réponses. Au niveau des moyens de travail, par contre, on voit que la grande majorité des salariés, donc presque 90%, ont des moyens adaptés pour pouvoir télétravailler, donc en termes d'outils de travail, en termes de connexion. Alors après, ce qui est important, c'est qu'on se dit 90%, c'est une population importante, mais vous avez quand même 10% des salariés qui n'ont pas de moyens adaptés pour pouvoir télétravailler. Donc c'est important de regarder également les corps de population qui sont dans la difficulté. Deuxième thème, c'est la question de l'organisation. Donc derrière la question de l'organisation, c'est comment des réajustements se sont opérés au cours de la mise en place du télétravail pour adapter, revoir les activités, et puis après des éléments beaucoup en termes de charge de travail. Sur la question de l'organisation, donc des activités, l'adaptation, la redéfinition des activités, on voit que dans plus de 85% des cas, il y a effectivement des réorganisations qui sont adaptées au fil de l'eau pour que les gens puissent télétravailler de manière beaucoup plus efficacement. Donc soit à un moment donné, revoir à un moment donné les priorités dans les missions, soit revoir les tâches, etc. Ce qui est intéressant, c'est que sur la question de la charge de travail, alors ça c'est un point très fort qui est énormément renvoyé par rapport à ce télétravail en mode confiné. On voit qu'il y a 50% des salariés estiment qu'ils ont beaucoup plus travaillé pendant cette phase de télétravail en mode confiné. Enfin, je dis 50%, on a 49,6, hein, donc quasiment 50%. 33% estiment qu'ils ont moins travaillé et à peu près 20% qui sont effectivement dans des situations identiques. Donc on voit bien qu'on est quand même sur effectivement une augmentation de la charge de travail ressentie qui est quand même perçue de manière significative par une grande majorité des salariés. Point important au niveau de l'articulation des temps. Donc sur la question effectivement de la conciliation des temps, de pouvoir adapter à un moment donné ces horaires de travail en fonction de nos propres contraintes. On voit que là, sur la conciliation des temps personnels, professionnels, vous avez 78% des salariés qui estiment qu'ils peuvent concilier leur temps perso et leur temps professionnel. Quand on voit sur l'adaptation des horaires de travail selon les contraintes personnelles ou familiales, on est sur des pourcentages à peu près identiques. Par contre, on voit que effectivement il y a des différences significatives. En tout cas, le résultat du logiciel montre que là il y a un écart significatif selon effectivement le genre.
on voit que les hommes, alors c'est une question qui est renvoyée, hein, ont peut-être plus de facilité pour adapter le temps de travail, alors selon leurs contraintes. Voilà. Il y a 10 points d'écart entre les hommes et les femmes sur le fait de pouvoir concilier son temps personnel et professionnel, et plus de 10 points d'écart, 15 points d'écart sur l'adaptation des horaires de travail selon les contraintes personnelles ou familiales. Donc évidemment, après, je peux se poser la question effectivement des charges peut-être quotidiennes dans le domicile, la garde des enfants, enfin voilà. En tout cas, on voit des écarts importants entre les hommes et les femmes selon effectivement cet item d'articulation des temps. Troisième item, sur le management, notamment le management à distance. On voit que sur la question de la mise en place de réunions avec le manager, donc la question c'est, donc il y avait des thèmes, hein, plus d'une fois par semaine, une fois par semaine, etc. On voit que pour les organisations qui ont mis en place des réunions avec le manager au moins une fois par semaine, donc une voire plus, on est sur 83% des répondants. Donc là, quand même, des organisations avec des points réguliers qui se soldaient avec le manager. 16% par contre, 16% des répondants estiment qu'ils avaient peu de réunions avec les managers. Donc c'est soit des réunions mensuelles, soit pas du tout de réunions. On voit bien qu'il y a 6% des salariés qui n'ont jamais eu de réunion avec leur manager. Sur la question du soutien du manager en cas de difficulté, on voit quand même qu'il y a une forte présence du manager pour soutenir les collaborateurs en cas de difficulté par rapport à ce mode d'organisation en télétravail en mode confiné, puisque là, il est 77% des répondants estimaient que le chef, le responsable de la hiérarchie directe, était présent pour pouvoir à un moment donné nous soutenir quand on était confronté à des difficultés. Alors pareil, 77%, ça semble beaucoup, mais vous avez 22% des salariés qui estiment que justement le soutien n'était peut-être pas toujours au rendez-vous. Dernier élément en termes de thème sur la question des collectifs de travail. On voit que, au même titre que le manager, il est présent pour pouvoir soutenir les collègues en cas de difficulté, on rencontre à peu près des pourcentages identiques, voire un peu plus, pour les soutiens des collaborateurs, hein, des salariés, en cas de difficulté ou pour aider à un moment donné les collaborateurs. 85% des salariés estiment que les collègues sont là pour soutenir en cas de besoin, en cas de difficulté. Et ensuite, dernier point, donc voilà, c'était des questions qui étaient, enfin en tout cas des hypothèses qui étaient posées. Est-ce que ce mode de travail, ce mode de télétravail en mode confiné allait détériorer les relations de travail? On voit que dans 65% des cas, il y a eu peu d'impact. Les relations de travail sont restées identiques. Par contre, les salariés qui estiment que les relations de travail se sont améliorées et les relations de travail se sont dégradées, c'est à peu près des mêmes pourcentages. À peu près 20%, enfin un peu moins 18% des salariés estiment que voilà, les relations se sont soit améliorées, soit détériorées. Je terminerai ma présentation par les impacts de ce télétravail en termes d'effets sur la santé et la performance. On voit que dans 73% des cas, les salariés ressortent de ce télétravail en mode confiné beaucoup plus fatigués que dans les situations pré-confinement. Dans 73% des cas, voilà, les salariés estiment qu'ils sont beaucoup plus fatigués à l'ordinaire avec ce mode d'organisation. Alors, est-ce que c'est la période qui veut ça? Est-ce que c'est le télétravail en mode confiné? Évidemment, il y a tout un tas d'hypothèses qui peuvent être posées. Et également, même si les salariés estiment qu'ils sont plus fatigués, les salariés estiment quand même qu'ils sont également plus efficaces qu'à l'ordinaire avec ce mode d'organisation en télétravail en mode confiné. 67% des cas estiment qu'ils ont été beaucoup plus efficaces dans cette organisation qu'à l'ordinaire. Donc voilà, c'est des éléments qui peuvent être intéressants justement pour essayer de généraliser cette organisation-là. Et ce qui est intéressant, c'est que si tout à l'heure j'expliquais en préambule qu'il y avait 50% des salariés en Occitanie qui à peu près avaient déjà connu le télétravail, ce qui ressort de l'enquête, c'est qu'aujourd'hui, il y a 82% des salariés qui souhaitent quand même continuer le télétravail. Donc on voit quand même que ce mode d'organisation-là, 85%, le télétravail qui était peut-être inconnu pour un certain nombre de salariés a permis, entre guillemets, d'avoir des vertus qui estiment que ce télétravail, effectivement, a des avantages. Je te redonne. Merci Emmanuel. C'est OK Emmanuel? Parfait.
Alors juste une question et après j'interpellerai volontiers les membres de l'Observatoire, voir s'ils ont des réactions par rapport à leur vécu. Mais il y a dans le chat, il y a des questions sur les caractéristiques des entreprises. Est-ce que il y a des caractéristiques particulières des répondants à cette enquête? Alors, dans l'enquête du réseau, la seule variable qui a été utilisée pour un moment donné distinguer les entreprises, c'était une variable salarié, mais c'était malheureusement limité qu'à deux seuils d'effectifs, les moins de 250 et les plus de 250. Donc là, voilà, c'est trop large. Et quand j'ai moi balayé l'enquête, il n'y a pas de distinction flagrante entre voilà ces deux types de panels d'entreprises. Il aurait fallu. Donc il n'y a pas de variable secteur ou de choses comme ça. Non, il n'y a pas de variable secteur. Ok, merci. Peut-être la parole à, je ne sais pas, Pierre, M. Deleuze, Mme Rouvreau. Oui, moi je veux bien réagir, puis je laisserai les collègues de l'Observatoire réagir aussi. Moi je retiens quatre points de cette étude, en fait, qui confortent en fait nos travaux de l'Observatoire. Le premier point, c'est que très largement, très majoritairement, à 86,7%, les salariés déclarent que la mise en place du télétravail a nécessité une adaptation et une redéfinition de leurs activités. Ce qui veut dire que quand même, il y a un lien très fort entre l'organisation du travail et la mise en place du télétravail, même si, et vous l'avez bien souligné, c'est une mise en place du télétravail particulière dans un temps de crise, un petit peu à défaut. Le deuxième point que je retiens, vous l'avez signalé aussi, c'est que les salariés, contrairement à ce qu'on a pu entendre, ou ce qu'on peut toujours entendre dans les médias, ont considéré qu'ils ont plus travaillé pendant la période de télétravail et qu'ils ont été plus efficaces. Et qu'ils ont été, et ça va peut-être ensemble, hein, qu'ils ont été beaucoup plus fatigués à 73%. Et troisième point que je retiens par rapport à ça, c'est que malgré cela, très majoritairement, puisque 85%, c'est beaucoup, hein, des salariés souhaitent continuer le télétravail. C'est-à-dire qu'il y a un vrai appétit pour le télétravail et que ça a ouvert probablement pour un certain nombre de personnes des perspectives qu'ils n'avaient pas imaginées. Et le dernier point, le quatrième point, c'est un point de vigilance, vous l'avez signalé aussi, et sur lequel c'est important qu'on travaille aussi, c'est la problématique de l'égalité homme-femme. Et on voit bien que les femmes et les hommes ne sont pas forcément égaux dans la mise en place, dans la mise en œuvre du télétravail. Et ça, c'est un point de vigilance à avoir, à mon sens, dans les accords d'entreprise, dans la façon dont on négocie sur le télétravail, pour faire en sorte que la mise en œuvre du télétravail n'accroisse pas les inégalités entre les femmes et les hommes, mais au contraire, peut-être, si on met en place un certain nombre de mécanismes, favorise plutôt la mise en place de l'égalité professionnelle. Merci. D'autres réactions, M. Deleuze, Mme Rouvreau? Oui, pour ma part. Je ne sais pas, c'est… Oui. Pour ma part, effectivement, d'abord, super d'avoir une enquête aussi détaillée dans cette période particulière, même si je crois qu'il faut, et ça a été dit au tout début de la présentation de l'enquête, il faut faire attention au télétravail en situation de confinement que nous avons vécu. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un certain nombre de biais pour les salariés et les entreprises qui, d'une part et d'autre, ont subi ça, qui peuvent effectivement venir modifier les résultats de l'enquête. Car si, avant le confinement, le télétravail, on avait bien constaté, nous, au niveau de l'Observatoire, ça ne se mettait pas en place très facilement, on voit bien que l'obligation des entreprises de mettre un maximum de salariés en télétravail, effectivement, nous permet d'avoir quand même une approche avec ces résultats. Moi, ce que je dirais, alors, effectivement, on voit bien aussi que tout n'est pas du ressort de l'entreprise dans les facteurs clés de succès du télétravail. Il y a un certain nombre d'éléments tels que l'environnement de travail, où là, malheureusement, nous n'avons pas, nous employeurs, beaucoup de choses ou beaucoup de leviers sur lesquels agir. Par contre, on voit qu'il y a un levier extraordinaire qui ressort, qui est le levier du management. Et je pense qu'effectivement, le management, en situation de télétravail, que ça soit full-time ou part-time, c'est-à-dire de manière totale, comme on l'a vécu pendant 2 mois, ou comme la tendance devrait se mettre en place, c'est-à-dire sur du part-time type 2 jours, 3 jours ou d'autres fréquences, l'organisation et l'exécution de l'organisation reposant sur le management est là quelque chose de très important, et en particulier sur tout ce qui va être régulation,
temps dédié à l'échange individuel, au collectif, parce que reste quand même que les entreprises sont des organisations sociales et que le lien social entre l'ensemble des collaborateurs, l'employeur, etc., reste quelque chose d'essentiel de mon point de vue. Madame Rouvreau, vous voulez réagir ou... Donc, effectivement, il faut quand même faire la différence entre une situation de crise que l'on a connue et l'ordinaire. Je pense que ce qu'il faut surtout, c'est éviter enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais de mettre les salariés en télétravail en dehors de l'entreprise, qui ne peuvent être, je n'arrive plus à trouver mes mots, je suis désolée. Disons qu'il ne faut pas avoir de scission entre les deux, c'est-à-dire entre ceux qui sont en télétravail et les salariés qui sont en entreprise. C'est pour ça qu'il vaut mieux prévoir éventuellement quelques jours en télétravail, mais au moins 1 ou 2 jours en retour en entreprise. Ce qui n'a pas été possible en cette période de confinement. Voilà. Merci. Et effectivement, faire attention de ne pas favoriser le clivage entre les femmes et les hommes, parce que les femmes en télétravail ont quelquefois beaucoup plus d'obligations et beaucoup plus de contraintes que les hommes. Donc, effectivement, pour elles, c'est des fois beaucoup plus difficile de s'isoler ou alors d'avoir un espace dédié à leur télétravail. Merci. Alors, il y a plusieurs, dans le fil des questions, il y a plusieurs demandes de précision sur est-ce qu'il y aurait des variables métiers, est-ce qu'il y a d'autres points qui ont été mesurés et des demandes sur les statistiques nationales. Juste peut-être, alors on le mettra peut-être à la fin du document support qui sera envoyé. On mettra à la fin le lien vers l'enquête nationale où vous aurez tous les détails de l'enquête et l'ensemble des variables qui ont été analysées au niveau du réseau Anactaract. Voilà, on mettra le lien à la fin du support qui sera envoyé à l'ensemble des participants et des personnes inscrites. Alors, je vous propose, à partir de ce premier panorama d'enquête et toutes les limites et les intérêts que des résultats que nous a présentés Emmanuel, je vous propose peut-être de passer aux ressources de l'Observatoire, puisque c'est le thème de notre webinaire, et peut-être d'avoir une présentation des outils, de la démarche et d'où on en est, de ces ressources proposées, du cheminement réalisé par l'Observatoire. Alors peut-être je peux faire une première présentation. Alors pourquoi effectivement l'Observatoire du dialogue social de l'Hérault s'est emparé de la question. D'abord, il y avait une interrogation par une organisation syndicale qui est la CGT, qui souhaitait que nous travaillions sur le département de l'Hérault sur la mise en place d'une charte d'accompagnement à la négociation pour la mise en œuvre du télétravail dans les entreprises. Et très vite, à partir du moment où on a commencé à lancer les premières réunions de l'Observatoire, on s'est rendu compte que finalement ce thème était extrêmement pertinent. Alors, pertinent de mon point de vue pour deux raisons. D'abord, vous l'avez dit précédemment, la situation de crise qu'on connaît, la mise en place du télétravail, c'est pas vraiment du télétravail. C'est exactement ce qu'il faudrait pas faire sur un certain nombre de sujets. On n'est pas en télétravail classique. Néanmoins, cette mise en œuvre du télétravail de façon massive, elle donne plein d'enseignements. Alors, trois types d'enseignements d'abord. De mon point de vue, le premier, c'est la faisabilité. Ça a ouvert des champs du possible qu'on ne croyait pas vraiment possible dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on avait, par rapport au télétravail, souvent une certaine frilosité, notamment des managers, mais des chefs d'entreprise, parfois des salariés. Là, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de métiers qui étaient télétravaillables, pas dans n'importe quelle mission, mais plein de métiers. Donc ça, c'est le premier élément, un champ du possible beaucoup plus large. Par contre, à contrario, des éléments de conditionnalité, c'est-à-dire qu'on a vu, à travers ce qui s'est fait, peut-être ce qu'il ne fallait pas faire.
un certain nombre de conditions nécessaires à la bonne utilisation du télétravail. Et troisième élément aussi d'observation, Jean-Yves Deleuze l'a dit, le rôle du management qui est fondamental. On a parlé de volonté et de, je dirais, le télétravail ne peut pas être mis en place sans l'accord du salarié et de l'employeur. Il y a un tiers aussi pour lequel l'accord est absolument nécessaire, c'est le manager. S'il n'y a pas une adhésion de l'encadrement à la mise en œuvre du télétravail, compte tenu que ce télétravail nécessite une mise en œuvre, une réflexion sur l'organisation, ça ne va pas marcher. Donc ça, c'est les éléments, première série d'éléments. La deuxième série d'éléments qui ont conduit l'Observatoire aussi à réfléchir, c'est que en matière de réglementation, quand on regarde ce qui réglemente le télétravail, vous l'avez dit un peu, c'est 3 articles du Code du travail. C'est-à-dire que le législateur a souhaité que ce soit les partenaires sociaux qui mettent en œuvre les conditions d'exercice du télétravail. Et ce sont des accords nationaux interprofessionnels qui finalement régissent la plupart du temps du télétravail. En évolution aussi de la réglementation ces dernières années, vous avez parlé des ordonnances, les ordonnances travail, par rapport au télétravail, renvoient vers la négociation en entreprise. Et donc, l'accompagnement de la négociation en entreprise. Aujourd'hui, ça a un petit peu évolué. On voit bien que la mise en œuvre du télétravail, elle va se faire à 2 niveaux au moins. Une rediscussion au niveau national, puisqu'il y a des négociations qui sont lancées au niveau national pour améliorer le fameux accord national interprofessionnel qui régit le télétravail de 2005. Peut-être des accords de branche qui vont redéfinir, et ensuite des accords d'entreprise. Et donc, pour accompagner les acteurs de l'entreprise, il nous a paru important que l'Observatoire, les membres de l'Observatoire réfléchissent à un certain nombre d'outils qui vont pouvoir accompagner la négociation d'entreprise, qui va être indispensable de toutes les façons, quand bien même on aurait un accord national interprofessionnel amélioré, un accord de branche, de toute façon, à un moment donné, la mise en œuvre du télétravail, elle doit se faire dans l'entreprise parce qu'elle nécessite un aménagement au regard des réalités de l'entreprise. Et par rapport à ces questions-là, il y a 3 points qui sont tout de suite apparus. Et je dirais que là, les membres de l'Observatoire ont tout de suite embrayé sur la volonté de mettre en place des groupes de travail. 2 outils, un quiz, un questionnaire, ce serait le président et la vice-présidente en parler, un quiz qui va permettre aux entreprises et aux salariés de se situer par rapport au télétravail, une charte telle que c'était prévu, effectivement, une charte qui va permettre d'accompagner les acteurs de la négociation de l'entreprise, de les aiguiller, de les outiller, parce qu'on sait qu'on a besoin, souvent, quand on est en entreprise, aussi bien chef d'entreprise que représentant du personnel, on a besoin d'outils, on a besoin de références. Et puis, 3e élément qu'on n'a pas vraiment creusé, mais qui est un élément d'observation et puis d'incitation des membres de l'Observatoire, c'est développer sur le département de l'Hérault des tiers-lieux. Vous l'avez évoqué, quelquefois, c'est difficile de télétravail à domicile. C'est peut-être plus facile d'avoir un tiers-lieu où on va pouvoir exercer le télétravail dans des meilleures conditions. Voilà, 3 éléments importants, le quiz, la charte et puis les tiers-lieux, mais ça, c'est un élément qu'on développera un petit peu plus tard. Merci. Alors peut-être on peut, puisque c'était le thème précis, essentiel du webinaire sur les ressources, peut-être dire quelques mots sur les 2 premiers outils qu'évoquait Pierre Sampietro, c'est-à-dire à la fois le quiz et la charte, savoir où ça en est, comment ça fonctionne, les objectifs. Alors on va commencer par le quiz peut-être. Oui, alors sur le quiz, ce que nous n'avons pas voulu, c'est faire une nouvelle étude. Il y a de nombreuses études qui sont sorties durant toute la période sur ce qu'est le télétravail, ce que ce n'est pas et ce qu'il faudrait faire pour que ça marche. Donc, c'est pour ça que je le précise d'entrée, c'est pas une étude, le quiz, mais c'est beaucoup plus un outil au service de l'entreprise dans son dialogue social, puisque notre vocation est quand même le dialogue social, de permettre, alors le quiz sera digitalisé, bien évidemment. L'idée, c'est que à la fois l'encadrement, le chef d'entreprise, l'ensemble des salariés répondent à ce quiz. Chacun a bien évidemment accès à ces résultats, c'est-à-dire la manière dont vous voyez le petit graphique araignée sur comment je perçois le télétravail. Le télétravail, c'est quoi pour moi? C'est quoi les facteurs clés de succès qu'il faudrait? L'idée étant ensuite qu'à partir de ces résultats individuels, on soit capable dans l'entreprise de mettre ça sur une table
tous ensemble et de discuter peut-être des écarts que l'on a et de trouver ensemble les solutions qui feraient que l'on peut poursuivre dans cette nouvelle forme d'organisation du travail, qui est le télétravail, puisqu'on a vu que c'était quand même souhaité encore par 85% des salariés. Et en gros, comment on peut l'organiser et comment on peut l'organiser tous ensemble. Je crois que si à l'Observatoire, nous sommes convaincus depuis que nous avons été mis en place que le dialogue social est un véritable facteur clé de succès et de performance globale dans les entreprises, je crois que tout ce qui va se discuter aujourd'hui sur les nouvelles formes d'organisation est effectivement quelque chose d'essentiel. Donc, le quiz est encore en train nous avons encore des qui effectivement développent ce questionnaire, ce quiz, porté par l'ARACT qui nous permet de les digitaliser, de le porter et ensuite de le développer massivement, où on va avoir à la fois, on va essayer de faire du data pour éclairer un petit peu sur les particularités de notre département, hein, de l'Hérault, parce que quand même on a un atypisme, que ce soit sur côté sectoriel ou également taille des entreprises, mais aussi de manière spécifique que les résultats individuels soient à la portée des répondants, de manière à en faire un outil de négociation, un outil d'échange au sein des CSE. Et s'il n'y a pas de CSE parce que les entreprises sont trop petites, au moins entre les salariés et le chef d'entreprise. Voilà ce que je pourrais dire sur le quiz. Peut-être quelques précisions sur les dimensions. Bon, elles sont affichées là, mais peut-être 2 mots. Oui, on a voulu effectivement avoir un certain nombre de dimensions, en particulier sur tout ce qui est le pilotage, l'environnement. Alors, ce que l'on a revu, ce que l'on a vu tout au long de l'enquête qu'Emmanuel nous a restituée, avec des dimensions qui interrogent à la fois le salarié, mais également le chef d'entreprise ou le management, qui sont l'environnement de travail, tout ce qui va tourner autour du pilotage, du collectif, du management bien entendu, de la charge de travail, parce que la charge de travail, on a vu que dans la perception, il peut y avoir des écarts, mais que quelquefois, on sentait qu'effectivement, on était en surcharge de travail lorsqu'on est en télétravail. Et vraiment, c'est les thématiques que l'on va essayer de creuser pour justement essayer de trouver les éléments de régulation. Et puis surtout, notre job, c'est d'outiller. La charte, elle ne doit pas être créée ex nihilo, mais elle doit bien s'ancrer sur effectivement un certain nombre de choses que vont nous donner les répondants à ce questionnaire. Je ne sais pas si merci. Voilà, si c'est suffisant. Oui, merci, c'est très bien. Madame Rouveau, peut-être quelques mots donc, sur la deuxième ressource, qui est la charte. Oui, donc je faisais partie du groupe de travail qui était là pour mettre au point la charte. Donc, comme l'a précisé M. Sampietro, ce n'est pas des obligations, ce sont surtout des préconisations afin d'éviter les écueils qui ont pu déjà se faire jour avec la situation de crise que nous avons traversée et qui pourrait éventuellement se répercuter encore une fois. Disons que dans la charte, nous avons essayé de mettre au point, de mettre en ligne, parce que je pense que ce document sera ensuite en ligne sur le site de la Directe, différents points et surtout mettre l'accent sur certaines pratiques et éviter les dérives comme on peut quelquefois malheureusement en avoir la connaissance. Mais c'est vrai qu'aussi cette charte nous a permis de faire le point sur tous les risques qui peuvent être aussi engendrés par le télétravail, et notamment en matière de santé. Donc, c'est vrai qu'on a essayé dans tous les domaines de la charte de faire le point avec ceux qui ont déjà eu le vécu du télétravail et aussi essayer de mettre en avant tout ce qui peut être fait aussi bien en faveur de l'employeur que du salarié qui est volontaire pour être en télétravail.
Voilà. Donc, c'est quand même une charte qui fait quelques pages. Donc, je crois qu'elle fait une douzaine de pages. Donc, vous voyez, on a quand même essayé de cibler tous les domaines et essayer aussi de trouver un document qui permettra éventuellement de mieux appréhender le télétravail qui va, je pense, va être de plus en plus présent dans notre société et dans notre... voilà. Je pense que c'est un changement de la façon de travailler qui va être de plus en plus présente dans la société et dans l'avenir surtout. Merci. Alors la question ensuite, donc on a une présentation, une esquisse de présentation, mais et la question c'est, alors il y a des gens qui disent est-ce que ça marche aussi pour les administrations? Est-ce que j'allais dire que a priori oui, hein, ça doit marcher pour tout type de télétravailleurs. Oui, il n'y a pas on ne fait pas de différence entre les administrations et effectivement les petites et moyennes entreprises, quoi. Et donc la question, puisque c'était le thème, c'est où va-t-on trouver ces ressources et quand? C'est la grande question, puisque les travaux sont en cours. Oui, les travaux sont en cours. On a fait une ébauche là, qu'on va soumettre. Il faut qu'elle soit soumise déjà à tous les membres de l'Observatoire du dialogue social de l'Hérault, afin qu'elle soit validée. Et après, je pense que c'est un document qui sera sur le site de la Directe ou qui sera sûrement possible de se procurer auprès de la Directe. Plus précisément, je pense que ce sont deux documents qu'on va retrouver sur le site du plan régional santé au travail. Voilà. Il a toute sa place sur ce site-là. Alors ensuite, il peut y avoir d'autres sites, bien évidemment, qui le mettent en valeur, mais prioritairement, on le mettra sur le site du plan régional santé au travail pour que ça serve un petit peu à tout le monde, à tous les acteurs de la région, et qu'effectivement, on puisse le récupérer et puisse se familiariser avec le quiz et ensuite capitaliser sur les résultats du quiz. Je rajouterai sur la diffusion massive, ou en tout cas du bon outillage qu'essaie de fabriquer Humble Observatoire, c'est que derrière, nous appartenons tous à des organisations salariées ou patronales, comme l'a présenté M. Sampietro au début de cette réunion. Et je crois que nous avons aussi notre rôle à jouer, ce qui a d'ailleurs été vraiment bien joué, à voir le nombre de participants aujourd'hui qui a dépassé nos espérances statistiques que nous avions imaginées au départ. Les organisations patronales et syndicales ont leur rôle pour diffuser les outils et pour qu'effectivement tout ça prenne. Je ne dirais pas la bonne parole, mais en tout cas, je crois qu'il y a un état d'esprit qui règne au niveau de l'Observatoire qui fait que les sujets que l'on adresse, que ce soit au travers des administrations, puisqu'on a aussi, je crois, des salariés qui appartiennent à des administrations au sein de l'Observatoire, en tout cas qui sont très fortement connectés, ou dans les sociétés, on met des sujets sur la table, quelquefois des sujets qui font débat, mais on essaie de proche en proche de travailler pour le bien commun. Et je crois que notre rôle ensuite, hors de l'Observatoire, c'est de diffuser en fait auprès des salariés pour les OS et auprès des entreprises pour les OP, cette bonne parole au-delà du PRST, bien évidemment, qui sera là où nous capitaliserons l'ensemble de nos documents et de nos travaux. Alors, il y a une question, parce qu'on a dit, oui, ça va être sur le site du PRST, relayé par les organisations patronales et les organisations syndicales, et la question suivante, mais c'est quand? À quelle échéance ces ressources seront-elles à disposition? Donc, notre prochaine réunion, je crois, est prévue le 25 juin. Et à ce moment-là, nous allons présenter notre projet. Et s'il est validé, après, il n'y aura qu'à. Il n'y aura qu'à le mettre en ligne et le mettre à disposition. Mais nous sommes quand même tenus de le présenter à tous les membres de l'Observatoire en priorité pour avoir leur avis, puisque les groupes de travail étaient quand même composés de membres de l'Observatoire, mais pas de la totalité des membres.
Donc, nous espérons que, voilà, ils approuveront le travail que nous avons accompli. Donc, si je dis sous réserve donc, de validation de la prochaine réunion de plénière de l'Observatoire, c'est-à-dire un peu avant la fin du mois, les outils pourraient être rapidement mis à disposition. Mais là, c'est San Pietro. Tu peux passer le relais. Oui, je pense que si effectivement, mais ça, la règle qu'on s'est fixée à travers l'Observatoire, c'est qu'effectivement, c'est une règle d'unanimité souvent qu'on s'est fixée, ça dès le début. Donc de partager l'ensemble des documents et de les approuver à l'unanimité. Donc c'est important qu'on puisse les faire valider le 25. Si c'est le cas, je pense que début juillet, on peut penser qu'on pourra mettre en ligne les deux documents. Alors, ce que je peux ajouter, c'est que pour les personnes qui sont inscrites à ce webinaire, on se fera fort de vous informer du lien et de vous informer dès que ces documents seront mis en ligne. C'est-à-dire que là, on est dans le cadre de la SQVT, on annonce ces travaux qui sont très bien avancés quand même, mais dès que l'ensemble des ressources seront en ligne, on enverra le lien à l'ensemble des personnes qui ont été inscrites à ce webinaire de manière particulière. Alors, je vois l'heure, on arrive voilà, au millimètre là, pratiquement à la fin. Alors, il n'y a pas beaucoup d'échanges, beaucoup de questions complémentaires sur. Alors, je suis dans la rubrique questions, je vais regarder sur le chat. Peut-être juste pour tenir l'horaire. Pour tenir l'horaire, peut-être juste d'avoir un mot de conclusion chacun pour. Je sais pas, quelque chose sur quoi vous aimeriez mettre un point, et puis j'annoncerai la suite du programme de la SQVT. Je sais pas qui est-ce qui veut prendre la main, petit point de réaction, le mot de la fin, là, il est 11h, on est dans le tempo. Pour ce qui me concerne, le mot de la fin, c'est que je pense à travers tous les travaux qu'on a pu mener dans l'Observatoire, on se rend compte au fur et à mesure qu'on avance de l'intérêt du télétravail. Et du coup, l'idée, c'est si on peut contribuer à promouvoir le télétravail, mais un télétravail en réalité, je dirais, mis en œuvre de façon harmonieuse et puis de façon négociée dans les entreprises, on aura avancé, sachant qu'un point clé du télétravail, et je crois qu'on le partage avec les membres de l'Observatoire, c'est de pas oublier l'aspect humain des choses. C'est-à-dire que ce télétravail, ça ne doit pas conduire effectivement à de la souffrance au travail, ça ne doit pas conduire à de l'isolement des salariés et ça ne doit pas conduire à fracturer le collectif. Donc il faut arriver à combiner cette nécessité et cet intérêt pour le télétravail avec le collectif de travail, avec le management et avec l'humain. C'est ça qui nous fonde et c'est ça qui nous motive. Merci. Oui, effectivement, monsieur San Pietro a bien fait la synthèse. Effectivement, en premier lieu, ce qui a été notre point de vigilance, ça a été surtout effectivement d'éviter la souffrance au travail et de veiller à l'égalité aussi professionnelle. Et voilà. Et pour ma part, je dirais que si nous sommes convaincus depuis le début que le dialogue social, c'est ce qui permet en fait d'échanger des vrais sujets, d'échanger du réel de nos entreprises et de trouver les solutions, je pense qu'effectivement, cette période nous a amené de manière contrainte à se poser les bonnes questions. Je crois qu'après l'avoir maintenant, il faut le choisir et que pour le choisir, il faut à nouveau se mettre tous autour de la table et échanger de ça. Et si trop souvent on nous caricature, voire quelquefois les médias essayent de caricaturer les OP et les OS comme quoi on n'est pas capable de discuter entre nous, de se mettre d'accord, je dirais que l'exemple il faut qu'ils viennent nous voir, nous à l'Observatoire de l'Hérault, parce que on discute de tous les sujets, parce qu'on sait s'écouter, parce qu'on sait échanger, parce qu'on met de l'humain au milieu de tout ça, sans oublier la réalité des entreprises, c'est quand même la situation économique. Il faut
on ne pourra réellement partager que ce que l'on va gagner. Bien, quand on fait ça, ça fonctionne. Et je crois que si on veut inscrire le télétravail dans la QVT, c'est en mettant en place ces bonnes pratiques de dialogue social telles qu'on les met au sein de l'Observatoire. Emmanuel? Non, ce qui est intéressant, c'est que moi je rebondirais sur le dernier chiffre que j'ai présenté. 85% des salariés aujourd'hui souhaitent pouvoir généraliser effectivement le mode de télétravail. Donc si on part des 50% qui n'avaient jamais télétravaillé, on voit qu'il y a une attente très forte pour qu'effectivement les organisations puissent se développer autour du télétravail, etc. Donc je pense que les travaux proposés par l'Observatoire peuvent, de mon point de vue, être très utiles justement pour aider les entreprises à progresser sur ces questions-là. Merci. Alors, pour mes quelques mots personnels de conclusion, il y avait une ou deux questions qui étaient sur des aspects très techniques d'organisation du télétravail. Et donc, je vais vous inviter à aller voir sur la suite. Alors, il y a des ressources sur le site de l'ANACT. Et le prochain webinaire organisé par l'ANACT, pas l'ARACT, hein, l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui commence dans une demi-heure, et sur le télétravail et la présentation d'un guide pratique sur le télétravail, guide élaboré par le réseau ANACT-ARACT, hein, téléchargeable, et où vous pourrez trouver des réponses à des questions pointues techniques qui n'étaient pas un peu l'objet de notre matinée, de notre webinaire ce matin. Dire également que sur le site de l'ARACT Occitanie, vous trouverez l'ensemble des webinaires organisés au cours de cette semaine sur la qualité du... Emmanuel, je veux bien que tu me les présentes parce que je risque de faire des erreurs dans les horaires et dans les jours. Donc demain, quelque chose centré sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail à destination des acteurs de l'ESS. Après-demain, demain également à 16h, quelque chose autour du rôle du CSE organisé avec l'Observatoire du dialogue social du Lot, si je ne me trompe pas. Jeudi, un webinaire organisé sur les dispositifs d'accompagnement des entreprises et notamment les clés pour réussir la reprise avec la contribution des services de l'État, des services de la région pour aider concrètement les entreprises dans la reprise. Et puis, vendredi, 2 webinaires consacrés à la qualité de vie au travail à destination des consultants et des intervenants qui viennent en appui aux entreprises. Je vous remercie, je remercie les participants de vos retours très sympathiques et je remercie surtout les contributeurs qui, dans des délais restreints, ont su se plier à l'exercice avec bonne humeur et beaucoup de facilité. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.